Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mardi 26 novembre 2024, épisode 105, il est 6h du matin. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, un ransomware perturbe un fournisseur majeur, Blue Yonder. Un hacker propose des services après avoir infiltré des réseaux. Un problème d'accès pour les utilisateurs de QNAP suite à une mise à jour pourrie. Le mystérieux cas des serveurs russes qui disparaissent. Intéressant cet article. Vulnérabilité critique dans Centréon. Faille critique dans les produits QNAP. Vulnérabilité dans le système SANNAV de NetApp. Et enfin, la découverte de multiples vulnérabilités dans le Puddle Clips de Windows 10 et 11. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. Bleeping Computer nous informe que la société de gestion de la chaîne d'approvisionnement Blue Yonder alerte sur une attaque par ransomware qui a entraîné des perturbations significatives de ses services, affectant notamment des chaînes de supermarchés au Royaume-Uni. Il faut savoir que Blue Yonder, anciennement JDA Software, est une filiale de Panasonic indépendante qui génère un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars et qui emploie 6000 personnes et en plus est cotée au Nasdaq. L'entreprise propose des solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement basées sur l'intelligence artificielle, à destination des détaillants, des fabricants, des prestataires logistiques. Il faut savoir que parmi leurs 3000 clients, on a de très belles références comme DHL, Renault, Bayer, Morrison, Nestlé, 3M, Tesco, Starbucks, Procter & Gamble. Et la timeline de la réponse à l'incident est particulièrement intéressante, c'est la raison pour laquelle je vous le remonte. Le vendredi 22 novembre, Blue Yonder a averti qu'elle rencontrait des perturbations dans son environnement d'hébergement IT, en raison d'une attaque par ransomware survenue la veille le 21 novembre. C'est-à-dire qu'en moins de 24 heures, ils vont prévenir les régulateurs, la presse. C'est assez extraordinaire. Et depuis la découverte de l'incident, l'équipe de Blue Yonder travaille activement en collaboration avec des entreprises externes de cybersécurité pour progresser dans le processus de récupération. Alors il faut savoir qu'à ce jour, aucune revendication de la part des groupes de ransomware n'a encore été observée. On ne connaît pas la souche, mais c'est le côté de la transparence. En quelques jours, cette entreprise qui est cotée va jouer le côté, hyper transparent. Bon, il y a beaucoup d'amendes aux États-Unis, c'est un autre monde. Vu que vous touchez à des régulateurs, etc., vous avez des amendes qui sont très fortes et vous avez beau gagner 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, ça va vous coûter cher si vous le faites pas. Courage aux équipes de réponse à incidents. La cybercriminalité nous réserve des faits divers toujours très surprenants. Un homme de Kansas City a été inculpé après avoir prétendu pirater des réseaux informatiques et utiliser cet accès pour promouvoir ses services en cybersécurité. Non, là, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qu'il faut inviter tous les jeudis à un dîner. Selon le département de la justice, le DOJ, Nicolas Michael Kloster, 31 ans de Kansas City, Missouri, a pénétré dans les réseaux de 2 organisations, une entreprise de club de sport et une organisation à but non lucratif. Après l'acte d'accusation dévoilé vendredi, Kloster aurait été impliqué dans au moins 3 incidents d'après le FBI. Donc la première intrusion, c'est son club de sport. Le premier incident s'est produit le 26 avril 2024 vers minuit, lorsque Kloster s'est introduit dans les locaux d'un club de sport qui gère plusieurs salles de gym. Bon, un mot, il a été piraté l'équivalent de Basic Fit, quoi. Mais en physique. Il a alors accédé à leur système informatique. Ensuite, il a envoyé un email à l'un des propriétaires du club, affirmant avoir piraté leur ordinateur et proposant ses services de cybersécurité dans le même message. Apparemment dans l'espoir d'être engagé comme consultant en cybersécurité. Alors le message qu'il envoie est assez terrible. J'ai réussi à contourner la connexion aux caméras de sécurité. Alors il a utilisé les adresses IP qui étaient étiquetées dessus. C'est comme ça qu'il a pu se connecter. J'ai également accédé aux paramètres du routeur Google Fiber. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, Google Fiber est un FAI. Ce qui m'a permis d'utiliser les comptes d'utilisateurs associés au domaine. Voilà, c'est lunaire. Alors en plus de sa proposition de contrat de consultant cybersécurité, le DOJ indique que Kloster a réduit ses frais d'abonnement mensuel au club à seulement $1, supprimé sa photo de la base de données du club et volé le badge nominatif d'un employé. Quelques semaines plus tard, il a publié sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est là qu'on voit le niveau du mec. Je vous assure, quand j'ai lu l'article, ça m'a fait ma matinée, ça m'a fait vraiment marrer, quoi. Il publie sur les réseaux sociaux une capture d'écran montrant qu'il avait pris le contrôle du système de caméra de sécurité du club de sport. Voyant qu'il avait un très bon niveau de cybersécurité, ce consultant a décidé de faire une deuxième intrusion sur une organisation à but non lucratif le 20 mai. Donc il commence en avril, il prend la confiance le 26 avril.
Le 20 mai, un mois plus tard, allez, on y va. Il s'introduit de nouveau physiquement dans une organisation, donc vous voyez, le piratage ne va pas avoir lieu à distance. Il prend quand même un risque très fort. C'est du cambriolage. Il aurait utilisé un disque de boot pour contourner les systèmes d'authentification et accéder à des informations sensibles. Bref, en un mot, il va booter sur un CD, si c'est un serveur Linux, il va rentrer. Il aurait également installé un réseau privé virtuel VPN sur l'ordinateur de l'organisation et modifié les mots de passe des comptes. Selon le département de la justice, ces actions ont causé des dommages estimés à $5 000, qui a dû sécuriser ses systèmes et remédier à l'intrusion. Mais là où il va se faire attraper, parce que jusqu'au moment, sur ces deux actions, il est passé à travers les mailles du filet. C'est le troisième, et celui-là, il va être fatal. Il va acheter du matériel de piratage. Il a utilisé les informations de cartes de crédit volées à son ancien employeur, une troisième entreprise, pour acheter des clés USB de piratage conçues pour exploiter des systèmes vulnérables. Bref, en un mot, il a été chez Hack5. Ah mais c'est vraiment, lui c'est le champion du monde. Alors il faut savoir que s'il est reconnu coupable, Cluster risque quand même jusqu'à 15 ans de prison. Donc il y a 5 ans de prison pour accès non autorisé à un système d'information qui ne lui appartient pas, 10 ans pour les préjudices, mais surtout, en plus de sa peine de prison, il va devoir payer des amendes, restituer financièrement toutes les pertes que les victimes ont dû subir. Ah non, lui il est sympa lui. Vous lisez ça le matin, vous êtes éclaté quoi. Le Sens, via l'Internet Storm Center, met en avant la disparition progressive des serveurs russes qui disparaissent de l'Internet. Il y a quelques mois, Yann Kopriva a remarqué un phénomène étrange concernant un nombre de serveurs identifiés par Shodan en Russie. Pour identifier ces changements inhabituels sur Internet, Yann a créé il y a quelques années un script simple. Ce script utilise les données recueillies par TripHop depuis le moteur de recherche Shodan et détecte des variations significatives dans le nombre d'adresses IP publiques exposées sur Internet avec les divers services associés. Je vous recommande très fortement de lire l'article. Par exemple, quand il y a une augmentation de plus de 10% du nombre de serveurs HTTPS en une semaine ou une baisse de plus de 20% du nombre de serveurs d'email dans un pays ou en un mois, ça va déclencher une alerte. Et au début du mois d'août 2024, son script a commencé à signaler une baisse du nombre de presque tous les types de serveurs détectés par Shodan en Russie. Les variations à court terme dans les données recueillies par Shodan ou d'autres moteurs similaires, on peut parler de SANSYS par exemple, sont fréquentes. Cependant, ces alertes se sont poursuivies pendant plusieurs jours, puis semaines, et maintenant plusieurs mois. En examinant les données, il semblerait que des portions importantes de l'Internet russe disparaissent du point de vue de Shodan. Sa première hypothèse était que cette baisse pourrait être liée à une évolution des technologies de filtrage Internet utilisées par la Russie pour censurer le trafic et bloquer l'accès à certains services externes. Bien que cette hypothèse reste plausible, d'autres éléments suggèrent que la cause est partiellement différente. En effet, cette baisse concerne presque tous les types de services, donc ça soit du HTTP, du HTTPS, du SSH, du DNS, mais il y a une diminution particulièrement marquée à être observée sur le port TCP 7547. Ah, je vois certains d'entre vous me dire, c'est quoi le port 7547 ? Il faut savoir qu'il est associé au protocole CPE1 Management Protocol, c'est ce qu'on appelle le CWMP, également connu sous le nom de TR069. Ce protocole est utilisé par les fournisseurs d'accès Internet pour gérer à distance les routeurs et autres appareils connectés sur eux, celui-ci. Il est généralement considéré comme sécurisé, bien que certaines implémentations vulnérables aient été exploitées dans le passé. Et il semble que la FAI russe, notamment Rostelecom, c'est l'AS 12389, ait soudainement décidé d'arrêter d'utiliser ce protocole ou d'en restreindre fortement l'accès. Donc l'impact, il est direct. Au niveau de Shodan, il y a une perte de visibilité. Et même si le CWMP représente une part importante de la baisse, il n'est pas la seule cause. Il est peu probable que des quantités importantes de serveurs aient été soudainement retirées d'Internet. La baisse est donc plus probablement due à une réduction de la visibilité de Shodan sur les adresses IP russes, probablement causée par une augmentation du filtrage du trafic réseau. Alors, quelles conclusions en tirer ? Est-ce que ça serait un lien avec un projet d'Internet souverain russe ? C'est un phénomène qui va s'inscrire dans ce contexte, qui est beaucoup plus large, que la Russie souhaite créer son Internet souverain et qu'elle puisse surtout le filtrer. À lire, c'est passionnant, c'est court, ça prend qu'une page et demie. Franchement, c'est très, très instructif. Plusieurs vulnérabilités dans le pilote Clips SP de Windows ont été découvertes par des chercheurs en cybersécurité. Clip SP est un pilote essentiel pour gérer les licences et les politiques système sur Windows 10 et 11. Les chercheurs de Cisco Talos ont découvert 8 vulnérabilités critiques dans ce pilote, comprenant le contournement de signature qui permet d'accepter des licences manipulées en contournant toutes les vérifications, des lectures hors limite, donc ce sont des suppositions erronées dans le format des licences qui entraînent des lectures de mémoire non sécurisées, des écritures hors limite, donc c'est une course entre deux appels successifs pour permettre une écriture non autorisée en mémoire. Il faut savoir que ces vulnérabilités pourraient faciliter des élévations de privilèges,
des évasions de sandbox et compromettent des processus critiques comme l'activation de Windows ou la gestion des licences d'application. L'étude met en lumière les dangers des failles cachées dans un code offusqué, soulignant l'importance d'une meilleure transparence dans le développement logiciel et d'efforts constants en recherche de vulnérabilité. Article technique à lire, hyper intéressant sur cette façon de pouvoir remonter via du reverse engineering des méthodes d'obfuscation. Ne pas hésiter. The Register nous remonte que des problèmes d'accès pour les utilisateurs de NAS QNAP après une mise à jour défectueuse. Il faut savoir que cet incident de production va semer une certaine confusion. Les propriétaires de NAS QNAP signalent des difficultés pour se connecter à leurs appareils après une mise à jour du firmware, même après une réinitialisation des appareils. Donc la version incriminée, la version QTS 5.2.2.2950 Build 2024-11-14. Donc il faut savoir que QTS est un système d'exploitation Linux pour tous les produits d'entrée et de milieu de gamme de QNAP. Ils ont sorti une mise à jour, mais ça a posé beaucoup de bruit parce que derrière, de multiples vulnérabilités ont été identifiées dans divers produits QNAP, avec de l'exécution de code arbitraire à distance, le déni de service à distance, le contournement de la politique de sécurité, l'atteinte à la confidentialité des données. Et toutes ces vulnérabilités touchaient des produits qui formaient QTS, dont le Media Streaming, le Note Station, le Photo Station, QTS en tant que l'OS, le QTS Hero, le Log Center, le routeur. Donc ça a créé, les équipes d'infra, au début se sont dit, on a un incident de cybersécurité, puis très rapidement ils se sont rendus compte qu'ils avaient c'était une erreur de prod, c'est quelque chose de classique, ça fait cramer du temps aux équipes de réponse à incident, parce que au même moment vous avez un bulletin de vulnérabilité qui sort. Le CERT-FR a fait un excellent bulletin qui est le CERT-FR 2024 AVI 1018. Les mises à jour existent, le firmware a été mis à jour, donc si vous avez du QNAP, vous patchez tranquillement. Une vulnérabilité a été identifiée dans NetApp Brocade SAN Navigator, ce qu'on appelle le SAN-Nav. Cette faille permet à un attaquant de provoquer un déni de service à distance, rendant les systèmes infectés inopérants. Donc, si vous avez du Brocade SAN Navigator, toutes les versions inférieures à la 2.4.0, il faut patcher, la solution existe, c'est simple. Et pour finir, de multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Centreon Central Server, qui permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance. Ces failles touchent plusieurs versions de Central Server et représentent un risque élevé pour les systèmes non corrigés. Donc il faut savoir qu'il y a 3 branches qui sont potentiellement impactées, la 22.10, la 23.04 ainsi que la 23.10, la 24.04 et 24.10. Donc c'est simple, les branches 22, 23, 24, vous êtes impactés. Exécution de code arbitraire à distance. Il y a 2 CVE qui sont sortis quand même. La CVE 2024 45 755 et la CVE 2024 45 756. Les correctifs existent, on patch. Et voilà, ce podcast du mardi 26 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Il est un peu long, j'espère qu'au montage je vais pouvoir raccourcir. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-nous un message sur le répondeur de Radio Cessert au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. 18 minutes, hein. Non, on va couper là. Il y a des choses qu'il faut couper. Au revoir.